Mali, Guinée, depuis lundi Burkina Faso, les coups d'État s'enchaînent sur le continent, marqués par un soutien populaire. Comment expliquer cette adhésion? Est-ce le signe d'un échec de la démocratie? Sommes-nous à un tournant? Pour en débattre, Laurent Bigot, bonsoir. Vous êtes consultant Afrique subsaharienne, vous êtes ancien diplomate, vous étiez le monsieur Afrique de l'Ouest du Quai d'Orsay. Et puis Elgas, bonsoir à vous. Vous êtes journaliste, écrivain et sociologue. On va revenir vers vous dans un instant, mais d'abord retour sur 2 ans de coups d'État en série dans la sous-région avec Simon Rodier. Nous avons dissous la Constitution, nous allons dissoudre les institutions. Le gouvernement est dissous. Un coup d'État respecte souvent une règle, l'annonce par les protagonistes eux-mêmes de leur prise de pouvoir sur la télévision nationale. 19 août 2020. Toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Mali en 2020, Guinée en 2021, Burkina Faso en ce début d'année 2022. Le béret, les lunettes, les casques, les armes visibles parfois. La tenue militaire s'est imposée de façon régulière sur les écrans. Et suite à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation, avec une base commune de coups d'État ces 2 dernières années, les faveurs du peuple. Ici, quand les putschistes renversent Ibeka, le 18 août 2020 au Mali, le mouvement du M5 a préparé le terrain. Car les djihadistes gagnent du terrain. La corruption gangrène le pouvoir. Les militaires menés par Assimi Goïta rassurent. En faisant cette intervention hier, nous avons mis le pays au-dessus. Le Mali d'abord. Scène de liesse aussi en Guinée, début septembre 2021. Alpha Condé a entamé le mandat de trop. Les forces spéciales de Mamadi Doumbouya sont acclamées. Une partie du peuple avait depuis longtemps manifesté l'envie de changement. Le Burkina Faso a donc suivi ce constat. Une partie de la population voit les militaires comme des sauveurs. Vraiment, cette journée, elle est tellement immense. On a vraiment espéré. Aujourd'hui, voilà les résultats. Quand on refuse d'écouter sa population, quand on refuse d'écouter le peuple, ça se termine comme ça. Les promesses de lutter contre les djihadistes n'ont pas été tenues par Roch Kaboré, disent ces Burkinabés. 3 coups d'État militaires en 2 ans dans la région, un 4e pourrait même être comptabilisé au Tchad, même si le contexte diffère quelque peu. C'est la mort d'Idriss Déby qui a entraîné l'arrivée au pouvoir du général Mahamad Déby, son fils, entouré ici du Conseil militaire de transition. Il a respecté les premières règles d'un putsch, une présentation devant les caméras et le rejet de la Constitution en place. Pour les bâtir ensemble. Laurent Bigot, je rappelle que vous avez été limogé en 2013 du Quai d'Orsay pour avoir prédit la chute de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. Pour vous, ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, c'est la suite logique? C'est surtout, on voit l'effondrement de tous ces pouvoirs post-discours de la Baule, post-conférence nationale, qu'on a qualifiés de démocratie, qui n'en étaient pas. C'était des processus électoraux pour le moins peu transparents, voire totalement bidonnés, donc des pouvoirs qui étaient déjà illégitimes par l'élection et qui se rendaient encore plus illégitimes par leur gouvernance, c'est-à-dire qu'ils gouvernaient au profit d'une petite clique, d'un clan et pas de la population. Les populations se sentent complètement délaissées et abandonnées. Donc en fait, c'est des soubresauts, c'est des régimes qui sont en train de mourir. C'est pas la démocratie qui meurt parce que je ne qualifierais pas ces régimes de démocratiques. Donc en revanche, c'est une démocratie importée peut-être? Pas importée, c'est-à-dire qu'il y a eu une hypocrisie internationale qui a qualifié ces régimes de démocratique. Mais l'élection était illégitime parce qu'on sait très bien que les processus électoraux étaient bidonnés. Mais on fermait les yeux là-dessus. Quand je dis on, c'est la communauté internationale. Et la gouvernance, tout le monde savait quel était l'état de la gouvernance. C'était toujours au profit d'un clan, mais pas de la population. Donc on a fermé les yeux, mais quand l'élection n'est plus un mode de régulation, il y a d'autres modes de régulation qui s'imposent. Le putsch militaire en est un. Une mauvaise gouvernance politique, économique et sécuritaire aussi, on peut le dire, Elgas? Oui, absolument. J'adhère totalement à ce qui vient d'être dit. Je pense que les coups d'État ne font que porter l'estocade à des pouvoirs qui sont déjà agonisants, mal élus, qui sont parfois dans une certaine forme de rapport avec les populations qui est très très douteux. Et pour étendre un peu plus le spectre de notre discussion, la démocratie n'a jamais été une véritable expérience populaire, endogène, qui est un ancrage, qui est un écho avec les références des populations, leur tissu de sacralité. Donc c'est forcément importé, mais c'est surtout que ça n'a jamais véritablement reçu l'assentiment des populations et l'adhésion. Et donc, dans ce schéma... Tous les ingrédients étaient là, finalement, pour en arriver là. Tous les ingrédients étaient là, et puis d'autres beaucoup plus tragiques, hélas, la malgouvernance, autre chose comme la corruption endémique, on peut en citer beaucoup d'autres, des pouvoirs qui ont la tentation de se convertir en satrapie, en quelque sorte. Donc, il y avait tout, le cocktail était là, mais là où on peut
émettre une petite nuance, c'est que est-ce que ceux qui arrivent au pouvoir font mieux? Est-ce qu'ils sont mandataires d'une certaine forme de légitimité populaire? Je pense que la suite de notre discussion, on pourra en parler. Et justement, par rapport à tout cela, on va écouter un cadre du parti du président burkinabé renversé, Roch-Marc Christian Kaboré. La démocratie dans notre pays est donc complètement à l'arrêt. Je pense que les djihadistes ne demandent pas mieux qu'un désordre national, un affaiblissement de l'État, un affaiblissement et une division éventuelle au sein de l'armée. Les djihadistes ne demanderaient pas mieux que ça. Voilà, la démocratie dans notre pays est complètement à l'arrêt. C'est un proche de Kaboré qui le dit. On est à un tournant démocratique, Laurent Bigot. On observe surtout que les derniers putschs, que ce soit au Mali, en Guinée ou au Burkina, bénéficient d'un soutien populaire. Alors dans la capitale, il faut quand même distinguer ce qui se passe dans l'intérieur du pays et dans les capitales. Mais il y a un soutien populaire, c'est-à-dire qu'il y a des scènes de liesse dans les rues de la capitale, que ce soit à Ouaga, que ce soit à Conakry ou à Bamako. Donc ça répond à une demande d'une partie de la population d'en finir avec des pouvoirs qui sont vraiment considérés comme illégitimes. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on a entretenu cette illusion démocratique, notamment par un discours international qui était vraiment d'une lâcheté sans nom. Et on continue l'hypocrisie, parce que vous parliez du Tchad dans votre journal. C'est bizarre, on est très silencieux sur le Tchad. Le Tchad, c'est un coup d'État. C'est-à-dire que le fils d'Edriss Déby a dit « je rejette la Constitution, je prends le pouvoir ». C'est exactement la même chose, c'est un putsch militaire. Et on n'hésite pas à le dire et personne ne dit rien. C'est-à-dire que le Tchad n'est pas sous sanction. Enfin, la communauté internationale fait 2 poids 2 mesures. Donc on continue à entretenir cette illusion, cette lâcheté, cette hypocrisie. Et je crois qu'on rend service à personne. Alors sûrement pas à la démocratie et encore moins aux peuples africains. Alors il y a eu aussi l'espoir suscité par les printemps arabes dans les années 2010. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une régression 12 ans plus tard? Alors, en tournant, c'était votre première question, c'est très certainement en tout cas un terminus du paradigme de la boule, en quelque sorte, tel qu'il a été formulé. Ça, je pense qu'on peut l'acter assez simplement. Alors, pour contrebalancer un tout petit peu, c'est vrai que quand on voit tout ce qui la boule, pardon, juste pour rappeler, c'était le président Oui, c'est François l'injonction Mitterrand à l'ouverture et puis à l'installation de la démocratie, auquel on conditionnait en quelque sorte les rapports entre la France et ses ex-colonies. Mais justement, sur ce point-là, sur ces régimes, l'aventure démocratique a été revivifiée par beaucoup de vigies citoyennes jeunes qu'on a vues au Burkina Faso, qu'on a vues au Sénégal, qu'on a vu au Congo, et qui ont porté des fruits et qui ont essayé de diffuser comme ça dans le continent le vent d'une certaine forme de promesse avec les printemps arabes dont on a parlé. Et tout cet espoir a été finalement mis à sac, mais tout simplement parce qu'on n'a jamais véritablement eu le chantier d'installer des démocraties, c'est-à-dire d'en avoir une conception, on va dire, moins idéaliste, plus ancrée sur les territoires africains, qui puisse parler aux populations, qu'il y ait une forme de langue, de langage, de spectre et d'écosystème en quelque sorte, qui puisse engendrer une démocratie qui puisse convenir aux populations. Donc on est dans cette situation assez tragique où ce qui est dégagé est remplacé par finalement quelque chose qui n'est pas beaucoup mieux. Et c'est là le grand chantier qui appelle les intellectuels africains, les jeunes africains, les observateurs. Au lieu de se défausser uniquement sur les responsabilités extérieures, il faut quand même penser à construire de l'intérieur le continent, à essayer d'avoir des systèmes ingénieux pour pouvoir absorber justement toute cette énergie que la jeunesse donne parfois à de mauvais bénéficiaires. Et justement, on va donner la parole à cette jeunesse. On va écouter quelques réactions au Burkina Faso après ce putsch. Moi, je suis là ce matin pour soutenir Damiba, pour le soutenir sur son transition jusqu'à ma vie. Parce que il m'a soulagé parce que j'en ai marre de pleurer. Nos villages sont occupés. On a eu des milliers de déplacés. Tous de nos soldats sont morts. Nous sommes derrière les intrépides hommes de tenue qui ont compris que pour sauver la nation, par moment, il faut déposer les armes pour venir sauver le peuple. Mais quel est le signal alors envoyé par ce soutien populaire aux militaires ? Oui, je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses. On a très souvent et très largement parlé du sentiment anti-français.
toutes les interventions militaires qui durent suscitent un rejet. C'est une forme de classique de la géopolitique partout. Il y a autre chose. Il y a quand même la déshérence dans laquelle se trouvent les populations et puis même les pouvoirs élus, parce que les démocraties sont très souvent encensées pour leur caractère uniquement électoral. Donc, dans la gestion des affaires quotidiennes, il y a une déconnexion avec les réalités des populations. Donc, quand on met bout à bout tout cela, ça crée les conditions d'un rejet et même la contre-offre militaire qui arrive sur le plateau peut susciter une adhésion. N'oublions pas que Moussa Dadis Camara a eu les mêmes liesses en Guinée. N'oublions pas qu'à chaque fois, en quelque sorte, qu'un État qui a été là dans la durée est chassé, ça suscite une adhésion populaire, en tout cas des liesses. Donc il faut véritablement regarder ça de très très près. Laurent Bigot, on sent ce bouillonnement en Afrique de l'Ouest. Est-ce que l'effet boule de neige est inévitable aujourd'hui ? Généralement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc pour les États qui ont une structure institutionnelle politique qui ressemble à ce qui s'est passé au Burkina et au Mali, ils devraient effectivement faire attention. Et puis je pense que la communauté internationale aussi a un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'il va être grand temps de sortir du déni et de tenir un langage de vérité aussi à ces dirigeants africains en disant vous exposé, vous avez 70% de votre population qui a moins de 30 ans. Donc c'est une population qui bouge, c'est une population qui exprime son mécontentement et qui attend des résultats très concrets dans leur vie au quotidien. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a une telle déconnexion entre ce qu'ils vivent au quotidien et les discours officiels tant des pouvoirs africains que de la communauté internationale que ces populations-là ne peuvent qu'éprouver de la colère. Mais à quoi servent les élections alors aujourd'hui? À rien? Non, je vous le disais, ce ne sont pas des élections. Il va falloir quand même qu'on dise les choses. Donc ce qui se passe, ça ne sert à rien. C'est les processus électoraux en Afrique de l'Ouest, dans les pays francophones, depuis une quinzaine d'années, ne sont pas des processus électoraux transparents. Il va falloir arrêter de dire ça. Il y a un pays qui fait exception, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal, pourquoi? Parce qu'il a aussi une disposition au Sénégal qui rend la fraude très difficile. C'est qu'au Sénégal, c'est le seul pays francophone de la sous-région où chaque bureau de vote peut rendre public les résultats et les médias peuvent diffuser par bureau de vote à chaque élection. Dans tous les autres pays, c'est interdit. Vous parliez des condamnations de la communauté internationale tout à l'heure qui sont presque unanimes. Comme à chaque fois, on va écouter Emmanuel Macron. C'était après le deuxième coup d'État au Mali en mai dernier. Nous avons condamné avec la plus grande fermeté, en lien avec l'Union africaine et la CEDEAO, l'arrestation du président de la transition, de son Premier ministre et de leurs collaborateurs. Ce qui a été conduit par, à nouveau, les militaires putschistes est un coup d'État dans le coup d'État inacceptable qui appelle notre condamnation immédiate. Voilà, Jean-Yves Le Drian a également dénoncé aujourd'hui les mesures irresponsables d'une junte illégitime au Mali. On l'a écouté tout à l'heure. Mais quelle est la légitimité de la France aujourd'hui? Est-ce qu'on en a une au moins? Ah oui, le ménage entre les bons sentiments et la réelle politique finit toujours en une forme de tragédie. Et c'est le schéma dans lequel la France est actuellement empêtrée. Il n'y a pas de bonne solution. Mais pour sortir de la France, parce que finalement, l'important, c'est le continent africain, son devenir, ses États, sa jeunesse, il faut quand même s'entendre sur une chose, je pense, qui est assez simple. En Afrique, la France n'est ni la solution, ni le problème. On a des problèmes beaucoup plus urgents de constitution de nation, de constitution d'État, d'institutions solides qui puissent justement résister à ces vagues-là. Donc quand on voit ce qui se passe avec la France, gendarmes, injonctions, coups de colère, finalement c'est assez peu de choses avec ce que vivent les drames que vivent les populations au quotidien. Et s'il faut mettre le curseur quelque part, c'est cela, c'est-à-dire aider les populations, leur donner une certaine forme de conscience politique, une certaine forme de conscience intellectuelle, une certaine forme de liberté aussi de conscience pour qu'ils sortent eux-mêmes de la torpeur qu'on peut observer dans certaines populations. L'inversion de cette perspective-là pour sortir uniquement du jeu où on trouve des coupables, où on trouve des responsables, où on trouve des fautifs, je pense que ça ne mène à rien. C'est pourquoi on est dans des impasses de mouvements parfois comme le panafricanisme, parce que justement on est toujours dans cette relation de dualité et de réaction vis-à-vis de la France. Avec la France. En attendant, la Russie est en embuscade. On a vu dans le sujet d'actualité que Prigojine, un proche de Poutine, a félicité le coup d'État au Burkina. Il a salué une nouvelle ère de décolonisation. C'est ce que veulent entendre les Africains. Les Russes ont remporté la bataille de la com. Oui, mais enfin, c'est de bonne guerre. C'est-à-dire ils poussent leurs pions, donc ils profitent de la situation. À la France d'être aussi intelligente et d'avoir un discours qui corresponde aux attentes. Là, en chapitrant la junte,
le président Macron tend encore des bâtons pour se faire battre. Je veux dire, il ne nous revient pas de labelliser ce qui est légitime, pas légitime en Afrique. Il y a un moment, il va falloir qu'on sorte aussi de cette posture supérieure qui consiste à dire ça c'est bon, ça c'est pas bon pour vous. Parce que du coup derrière, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez les discours des Russes. Et ça va dans le sens de ce que les opinions publiques ont envie d'entendre. Et je pense que ça réglera pas le problème, hein. Il n'y aura pas de miracle russe. Mais il faut aussi qu'en matière de communication, nous soyons aussi au moins malins que nos adversaires russes. Des Russes qui sont acclamés par la foule. En tout cas, justement, on va écouter cette réaction. La politique française n'a pas apporté les résultats escomptés en 10 ans d'intervention dans le Sahel. Nous voulons la Russie parce qu'ils sont plus pragmatiques et efficaces. Voilà, leur intervention en Centrafrique a donné des résultats. Leur intervention au Mali aussi donne des résultats. Nous voulons ces résultats au Burkina. Nous ne voulons plus une CEDEAO des chefs d'État. Nous voulons la CEDEAO des peuples. Et il y a déjà des répercussions sur le plan militaire. Takuba, Barkhane, là aussi, on est à un tournant. La prédation du continent africain n'est pas un fait nouveau, hein. C'est un jeu de chaises musicales, les espaces vacants sont occupés par d'autres, par des ogres qui ont des appétits. Il n'y a pas que la Russie, on pourrait citer beaucoup d'autres pays qui dressent comme ça leurs tentacules sur le continent. Est-ce qu'on est dans un tournant? Moi, j'aimerais même un peu inverser la question pour dire si aujourd'hui la France s'en allait en quelque sorte, qu'est-ce qui se passerait au Mali? Quel est le seul pays africain qui pourrait résister à une offensive djihadiste? Ce n'est pas accorder une forme de blanc-seing à la France, la considérer comme une puissance qui sauverait l'Afrique. Mais justement, il faut toujours avoir ce regard sur soi, voir est-ce que nous avons justement les moyens de cette indépendance, de cette puissance pour mener nos politiques et discuter d'égal à égal avec la communauté internationale? C'est là aussi où parfois le bas blesse, c'est-à-dire si on se défausse toujours sur les autres, on manque à nos occupations de responsabilité première. Et là-dessus, il me semble que la conversation internationale et nationale ne s'arrête pas beaucoup. Et justement, les pays ouest-africains, la CEDEAO, doit se réunir demain virtuellement après les sanctions contre le Mali notamment. Mais là aussi, elle est plus que jamais décriée dans la rue par les putschistes au pouvoir également, évidemment. Quel avenir pour cette institution sous-régionale? La CEDEAO, elle a aussi un moment critique à vivre parce qu'on a vu que les sanctions sur le Mali ne sont pas du tout passées. Il y a eu une vraie mobilisation populaire. Alors après, certains vous diront qu'il y a eu de la manipulation, mais il y a eu une vraie mobilisation populaire. La CEDEAO, pour rester crédible, il faut qu'elle reste en ligne avec les opinions publiques. Le problème de la CEDEAO, c'est que vous avez des chefs d'État au sein de la CEDEAO qui n'ont qu'une peur, c'est qu'il leur arrive ce qui est arrivé au Burkina notamment. Donc ils ont tendance à durcir leur discours, pensant qu'ils vont se protéger. Alors que ça va faire tout l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va braquer leurs propres opinions publiques et les autres opinions publiques. Donc la CEDEAO est aussi un moment critique où elle doit choisir, entre guillemets, son camp, mais surtout de rester en ligne avec les opinions publiques. C'est ça la démocratie. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et on aura le temps de revenir sur ces questions-là. Merci, messieurs, à vous deux. Laurent Bigot, consultant Afrique subsaharienne, ex-diplomate. Et enfin, Elgas, journaliste, écrivain et sociologue. Merci à vous deux. Merci.